Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Pour votre information. J'espère que vous allez très, très bien et bonne fête des mamans au moment d'enregistrer donc cette émission. Bien entendu, on est à l'aube de la fête des mères et puis de toute façon, il faut célébrer, il faut leur donner de l'amour, que ce soit dans le bulle familiale ou à distance, à 2 mètres, tout au long de l'année. Et puis, nous, on va vous en donner de l'amour, entre autres, sur le plan de comment lâcher prise avec Peggy Bellan qui sera avec nous pour la chronique bien-être. Également, Mortal Kombat, ce film, cette série de films cultes des années 90 adaptés de jeux vidéo. Il y a un nouveau volet, on se penche là-dessus avec Nicolas Vincent Poirier, Isabelle Dominique Cros. On sort, on aime aller se promener dans les parcs un peu partout, 4 coins de Laval, mais on peut quand même le faire, s'entraîner avec ce qu'on trouve, un banc de parc par exemple, un module de jeu avec les enfants pour jouer tout en s'entraînant. C'est possible de manière ludique. On aura ces recommandations un petit peu plus loin. Et également, avec cette marche le 30 mai prochain, il y a annuellement donc cette façon d'amasser de l'argent pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, dont on a une section à Laval ici. Donc, M. Rodolphe Bellemare, qui en est le directeur général, sera avec nous. Et Stéphanie Charbonneau, qui est une Lavalloise qui donc doit vivre au quotidien avec la sclérose en plaques, viendra nous livrer un témoignage très touchant et très vibrant. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Il y aura donc cette marche SP le 30 mai prochain. On vous invite partout au Canada à marcher pour la cause de la sclérose en plaques. Qui, évidemment, ici, la Société canadienne de la sclérose en plaques Session Laval est très dynamique, fait plusieurs campagnes de financement annuellement et elle se joint à ce mouvement du 30 mai prochain. On a avec nous M. Rodolphe Bellemare, directeur section Laval, donc de la sclérose en plaques, de la Société canadienne de la sclérose en plaques, et Mme Stéphanie Charbonneau, qui est une personne atteinte donc de la sclérose en plaques. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Commençons tout d'abord avec vous, Mme Charbonneau, parce que vous êtes atteinte, on le disait, résident de Laval, atteinte de la sclérose en plaques. Votre histoire est vraiment pas banale. Tout d'abord, comment est arrivé dans votre vie ce diagnostic de la sclérose en plaques? Je me souviens des dates, là. C'était le 9 juillet 1999. Puis, en fait, c'est que j'avais des troubles visuels. Je voyais en stroboscope. Je voyais les oiseaux voler. Je ne voyais pas voler. Je voyais pas. Puis là, je suis allée voir je portais des lunettes à ce moment-là. Je suis allée voir mon ophtalmo. Puis mon ophtalmo, puis il a dit « Ah, c'est le nerf de l'œil », puis je suis allée voir un neurologue. Tout ça en 3 jours. Pendant le virage ambulatoire, tout le monde se parlait. Là. Tout le monde se disait hey, « Elle a la sclérose en plaques peut-être, fait qu'il faut la passer vite ». Fait que c'était un vendredi soir, 9 juillet 1999, à l'hôpital de Verdun, puis c'est le neurologue qui m'a dit que c'était peut-être la sclérose en plaques. Mais j'étais enceinte de mon premier bébé. Puis là, ils ont dit, habituellement, quand on est enceinte, on n'a pas poussé de sclérose en plaques. Fait qu'on ne sait pas si c'est ça. Puis là, moi, j'ai continué ma grossesse. Puis j'ai eu mon bébé. Bon, c'est un petit bébé prématuré, mais ça n'a aucun rapport. Oui, mais quand même, c'était... Vous aviez ça à vivre au travers de toutes ces émotions-là. Ouais. Et disons, est-ce que... là, au fur et à mesure que vous avez appris, vous avez suivi les étapes. Donc, lorsque vous avez reçu ce diagnostic-là précis et clair, est-ce que pour vous, ça a été comme la fin d'une vie? Est-ce que ça a été, au contraire, vous êtes regardé, c'est quoi les solutions? Quelles sont les solutions? Comment vous avez accueilli tout ça? Là? Bon, regardez, c'est sûr que ma vie était détruite, là. Moi, j'avais tout planifié. C'était prévu, là. Moi, je voulais 5 enfants. Moi, je voulais une carrière. Je voulais faire de la gestion. J'avais de l'ambition, là. Mais là, ça a fait que, wow! Là, la vie veut pas ça. On décide pas de tout dans la vie, là. Là, il a fallu que je me réinvente.
le terme, ben, je suis allée travailler pareil parce que, bon, l'entreprise pour laquelle je travaillais en 99, ils ont coupé mon poste. C'est-tu drôle? Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on a la sclérose en plaques. Notre poste se fait abolir. Et d'ailleurs, mon poste. D'ailleurs, c'est important parce que vous êtes encore capable de participer à la collectivité. Vous êtes encore capable de travailler. Vous êtes encore capable de pouvoir contribuer à la société, là. C'est important. Vous êtes là pour le témoigner aussi, là. Oui, mais j'ai arrêté de travailler. J'ai quand même arrêté de travailler en 2004. Parce que j'ai continué de travailler après mon diagnostic. Parce que j'ai dit non, c'est pas ça qui va m'arrêter. Mais avec 2 enfants, 2 prématurés. Puis là, j'ai dit, bon, 5 enfants, on oublie ça. Puis, mais là, il fallait s'occuper des bébés, des enfants. Puis moi, ben, je n'étais plus capable. Je faisais que dormir. Parce un des symptômes de sclérose en plaques, c'est la fatigue. Mais je rattrapais mon sommeil. Je faisais des dodos l'après-midi, puis la fin de semaine, je dormais non-stop, là, 24 heures sur 24. Pendant que mon conjoint prenait le relais avec les enfants. Fait que non, en 2004, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Donc, le mot résilience qu'on sort beaucoup dans les discussions ces derniers mois, de toutes sortes de façons depuis le début de la pandémie, vous saviez c'était quoi, et ça fait longtemps que vous savez c'est quoi le mot résilience, là. Effectivement, oui. Ouais. On réapprend autre chose, mais je suis heureuse. C'est ça que je dis aux gens. Bon, non, je fais plus ce que j'étais supposée faire, mais je suis heureuse dans la vie, là. J'ai du fun. Puis j'ai du fun grâce à mon monde de sclérose en plaques. Moi, je pensais pas, là. Moi, c'était toute une gang d'handicapés, ce gang-là, là. Mais c'est du monde, hein? C'est des gens qui sont vraiment gentils. Puis, on vient d'entendre, évidemment, Stéphanie Charbonneau, Rodolphe Bellemare, bien sûr, qui était avec nous, directeur de la section Laval, Société canadienne de la sclérose en plaques. Et j'imagine que d'avoir eu son partage et son vécu, c'est des cas comme ça aussi que vous êtes dans le concret du quotidien, en contact avec des gens et j'imagine que vous êtes aussi contributeur de pouvoir les aider à améliorer leur qualité de vie par ce genre d'activité comme la marche du 30 mai prochain là, à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ben oui, Stéphanie, j'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu ton témoignage parce que oui, des témoignages comme Stéphanie, de personnes résilientes, on en a beaucoup. La majorité des gens qui viennent nous voir à la section de Laval et dans les autres sections du Québec sont vraiment des personnes résilientes parce qu'il faut passer pour vivre avec cette maladie. Ils disent tous qu'ils l'acceptent. Ils ne vont pas l'accepter, ils vont vivre avec. C'est des personnes qui donnent finalement beaucoup de courage aussi aux autres au niveau du quotidien. Et oui, nos activités qu'on offre, qu'on a continué d'offrir pendant la pandémie, avec les activités virtuelles, les activités de bien-être qu'on continue d'offrir, aident aussi les personnes atteintes à continuer justement. C'est pas parce qu'ils ont l'explosion pas que leur vie s'arrête. Hein. Je veux dire, il y en a qui continuent de travailler, d'autres qui s'arrêtent de travailler, d'autres qui sont à mi-temps. Stéphanie s'est impliquée beaucoup dans la section à travers le conseil d'administration ou des activités sociales, ou à travers la marche de l'espoir également. Donc, non, c'est ça qu'on dit surtout aux gens. La vie ne s'arrête pas parce que tu as la sclérose en plaques, bien au contraire. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas trouvé ce remède miracle, hein? Mais quand même, les fonds amassés lors de ce genre d'activité comme celle du 30 mai, de la marche SP, ça contribue, j'imagine, à la recherche pour tenter de trouver des remèdes et des traitements, là. Oui, tout à fait. Les fonds amassés vont aussi à la recherche et aussi aux programmes et activités qu'on offre, mais aussi, oui, beaucoup à la recherche parce que les gens veulent avoir un remède. Et il n'y en a pas actuellement, mais la recherche, c'est vraiment développé. Et je pense que Stéphanie est le meilleur exemple. Quand elle a eu le diagnostic en 2000, l'offre qu'elle avait de médicaments par rapport à aujourd'hui, où elle n'a plus qu'à prendre une pilule ou 6 mois, je pense, Stéphanie, c'est ça, alors qu'avant, elle prend des injections. C'est pas une pilule, c'est une perfusion. Ça dure une journée à tous les 6 mois. Fait que c'est facile, là. Je me rends à la clinique spécifique, je me fais brancher, puis ça coule dans mes veines. Puis après, à 3 heures de l'après-midi, quelqu'un vient me chercher, un de mes enfants ou mon mari vient me chercher, parce que je suis pas capable de conduire mon retour. Puis il y a 10 ans, t'avais quoi? T'avais combien de médicaments? C'était des piqûres. C'était du Rebif. Quand j'ai commencé, c'était Rebif. Je me piquais 3 fois semaine. C'est ça. Mais
Mais avec le rebif, à un moment donné, mon corps s'est habitué à avoir le rebif, puis il a dit, la sclérose en plaques était coquine. Là. Elle dit, tu me donnes du rebif, mais moi, je suis capable de faire des poussées pareilles. Puis là, j'ai eu 3 poussées dans la même année. C'est là que le médecin, mon neurologue, m'a changé de médication, le Tysabri. Puis là, le Tysabri, ça, c'était une perfusion à tous les mois. J'aimais beaucoup ça, ce médicament-là. C'était plus des piqûres. J'aimais ça. Puis, mais sauf que j'ai développé le virus JC. Je me souviens plus c'est quoi le vrai nom, là. Jacobs machin, là, mais c'était le virus JC. Puis, quand on a ce virus-là, puis la sclérose en plaques, puis on prend le Tysabri, mais on peut faire des anévrismes au cerveau et on peut en mourir. Là, ils ont dit, wow, on change de médicament. Et à ce moment-là, je suis allée avec Ocrevus une fois tous les 6 mois. Donc, c'est merveilleux. On voit l'évolution grâce... Je marche encore. Alors, après 22 ans. C'est ça, avec une canne, je crois, avec l'air d'une canne, vous avez encore quand même la possibilité de marcher. C'est quand même... La canne, c'est au besoin. Au besoin, OK, au besoin seulement. Pas toujours besoin. Au besoin seulement. Quand je suis très fatiguée. Justement, on invite les gens à marcher avec des exemples comme vous de détermination, de ténacité, de malgré tout, de rester, continuer à vivre et de regarder vers l'avant et le positif. Et on invite les gens à se manifester, à marcher dans leur quartier, dans leurs bulles respectives. Le 30 mai prochain, la marche SP, tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Monsieur Rodolphe Bellemare, directeur section Laval de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section bien sûr donc Laval. Stéphanie Charbonneau, merci beaucoup de nous avoir partagé votre vécu également. Ça a été très touchant et un plaisir de vous recevoir à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'est notre experte fitness sur nos ondes. 2 temps, 3 mouvements, c'est ses capsules. Évidemment, on peut la retrouver en tout temps aussi sur sa chaîne YouTube et tvrl.ca. Isabelle Demicro, merci d'être là. Bienvenue. Merci à toi, Alex, de m'accueillir. Toujours un immense plaisir. Surtout que je le dis, je le redis, tes conseils que tu m'as prodigués, je les ai mis en pratique et déjà, je vois un résultat après quelques semaines. Alors, c'est vrai que t'es hot. Pas juste visuellement, mais aussi dans tes conseils. Les avantages, donc, de s'activer à l'extérieur, c'est notre sujet aujourd'hui. Mais peut-être juste avant, précisons que ce sont des sports en solo et non en différents groupes. Donc, on n'a pas besoin de porter de masque là, selon les règles actuelles de la santé publique. Oui, en fait, puisque les règles sont différentes d'une région à l'autre, puisque ça dépend aussi un peu de l'interprétation, je ne veux pas m'avancer sur quoi que ce soit et je voulais peut-être juste préciser que je parle bien entendu d'entraînement individuel. Alors, juste nuancer pour tous les gens passionnés des sports de ballon, tous ces sports-là qui sont magnifiques. On ne peut pas s'avancer là-dessus. Présentement, c'est précoce et on ne veut pas créer des attentes. Puis après ça, casser la bulle, comme on dit. Alors, je parle bien entendu d'entraînement individuel, ce qu'on ferait normalement à la maison, ce qu'on fait depuis 1 an à la maison, comment l'amener à l'extérieur si on souhaite le faire et les avantages de le faire également. Oui, puis dans ces idées-là, dans ces conseils-là à l'extérieur, activité bien passionnante le soir, quand il arrive à l'aube du couvre-feu, aller promener le chien, ça peut être aussi banal que ça, de faire une activité de plein air? Oui, effectivement. Puis moi, j'essaie toujours d'encourager les gens à joindre l'utile à l'agréable parce que comme ça, au moins, on avance, sur 2 plans en même temps. Donc, si on n'a pas tant envie de le faire, mais que notre compagnon, ça nous fait plaisir de passer du temps avec lui, avec elle, et que, de toute façon, je pense que dans les restrictions, on avait à Montréal pendant un temps le droit de promener son chien. Alors, il y avait toute cette blague-là. Mais pour vrai, ça fait du bien de faire du bien aux autres. Des fois, quand on n'a même pas envie de le faire pour nous, ça nous amène un peu plus loin. Comme, si on a un conjoint, une conjointe qui a envie de bouger ou qui a moins envie de bouger, puis qu'on arrive à les traîner à sortir dehors et à marcher ou juste aller au parc, voir les enfants jouer, puis en même temps faire une couple de squats. C'est de ça que je parle parce que pour vrai, les gens manquent de temps. Et comment faire, un genre de mix pour les aider à prendre soin d'eux, oui. Puis, il y a aussi toujours cette possibilité-là de faire des étirements. Mais là, je te parle pas de faire un étirement avec ton iPhone puis de te faire un selfie de même, là. Évidemment, on se parle. Quoique, de faire une coupe de trucs de même, ça peut peut-être à l'autre. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais non, mais de façon plus logique, est-ce qu'on parle de push-up, de redressement assis extérieur, ce genre
Oui, mouvement-là? bien, en fait, je te coupe, mais oui, en fait, ça peut être ce qu'on a envie que ce soit. Si c'est une balade à pied, si c'est prendre le vélo, si... Pour moi, par exemple, avec mon fiston de 4 ans, je cours pendant que lui fait son vélo parce qu'il est très rapide. On a encore les petits trous en arrière, donc il est stable et il aime ça. Et ben moi, j'aime ça bouger et je préfère courir à marcher si j'ai le choix. Pas pendant des heures, mais je préfère quand c'est un petit peu plus dynamique. Et donc, même si j'ai pas envie d'y aller le soir, je me rappelle de mettre mes souliers de course plutôt que des sandales. Ouais. Parce que si je mets des sandales, ben là, ça va pas me tenter. Donc, je joins l'utile à l'agréable. Lui, il a besoin de bouger. Il va se coucher plus tôt. Moi, ça me fait un petit peu plus de mouvement. C'est le fun. Les journées sont plus longues. Là. Le couvre-feu va être un petit peu plus long dans certaines régions également. Donc, il faut vraiment joindre l'utile à l'agréable, profiter du beau temps quand il y a du beau temps, être réceptif à l'idée d'aller s'entraîner à l'extérieur. Toi, tu cours, ça arrive qu'il mouille, puis ben, si on veut complètement annuler son entraînement, ben, on l'annule, mais si on est capable de jouer avec, puis on s'en est parlé, les souliers mouillés un peu, bien, il faut s'accommoder parce qu'on le fait pour nous, on fait tout ça pour nous d'abord et avant tout. Puis aussi, parce qu'il y en a, ça me fait un peu sourire parce que parfois, il y en a qui attachent une sorte de ceinture, je ne me rappelle pas du nom, mais comme une sorte de laisse autour de leur taille. Puis là, c'est le chien quasiment qui tire après le gars pour aller courir. Oui, c'est vrai qu'on voit ça. Oui, c'est ça. Puis c'est quasiment en plus le chien qui tire que toi qui court pour aller. Ou des fois, certaines femmes ou hommes, peu importe, on pousse la poussette, là, puis on court. Mais c'est quand même ce genre d'éléments du quotidien qu'on peut se donner comme... Oui, ce genre d'éléments-là. Oui, la poussette, par exemple, ça, c'est un bel exemple aussi. Moi, j'ai jamais été fanatique de la poussette, mais une bonne poussette, j'en avais une qui était quand même la bonne hauteur. Et c'est vrai qu'on pouvait faire des mouvements, des lunges. On peut faire, un jogging avec une belle posture parce que le truc était assez haut. Ouais. Alors ça, c'est un excellent exemple de joindre l'utile à l'agréable. Comment? Échappe pas à poussette rendu là, par exemple? Faut pas échapper le bébé. Non, mais même au parc, ce que je vois de plus en plus, pas des tonnes, par exemple, mais une ou deux mamans qui, pendant que les enfants jouent, il y en a une qui fait du yoga sporadiquement, puis il y en a une autre qui fait vraiment, ce qu'on pense qu'on devrait pas faire parce qu'on a peur que les gens nous regardent. Elle fait des squats, puis des jumping jacks, puis des genres de patins côté-côté. Puis ça marche parce que pendant que les enfants bougent, ben nous, les parents, les gens qui gardent les enfants, ben souvent, on est statique. Et c'est ça l'affaire, c'est de trouver... je suis pas en train de dire fais un marathon pendant que ton enfant est en train de bouger puis supervise-le pas. C'est, comment jouer à la taille. Je joue à l'occasion avec les enfants dans le parc à la taille. Oui, des fois, ça me tente moyen. Des fois... Pour vrai, des fois, j'ai mon café, puis je suis comme, bon, j'ai-tu envie de courir? Mais je pose mon café, puis je joue, puis ça me donne envie de le faire. Puis quand je participe, j'ai moins froid aussi, parce qu'on est quand même dans une période où des fois, c'est frais, des fois, c'est bon. Alors, juste rappeler aux gens, pas d'excuses, mais trouver des solutions aux obstacles. 15 minutes, c'est mieux que rien. 5 minutes, c'est mieux que rien. Faire jouer, bouger les enfants avec les ballons, on en parlait en introduction. C'est compliqué présentement. Conseiller les gens avec tout ce qui est accessoire parce qu'on est quand même encore dans une 3e vague. Alors là-dessus, je peux pas m'avancer. Ça serait pas correct de le faire. Mais soyez ludique. Toi, qu'est-ce que tu fais quand c'est pas de la course puis que tu veux bouger un peu plus? Qu'est-ce que tu fais? C'est une très bonne question. Moi, je mets mes patins roue alignés. Oui? Puis, oui, exactement. Je les aimais. Puis, évidemment, je m'en vais sur la piste cyclable. Là, maintenant, avec le fait que le printemps est bien avancé puis le temps chaud est arrivé quand même de façon très tôt cette année, là, on a eu le temps vraiment de balayer bien les trottoirs, bien les pistes cyclables. Là. Il y a moins de sable. Alors, j'ai pu faire environ 2 fois là, du patin roue aligné depuis le début du printemps. Puis je pense que ça peut être ça. Ça peut être toujours mais c'est un très bon exemple. C'est un bon exemple. Le vélo, aller faire ses courses. Puis ça dépend toujours où on habite. Je sais que c'est compliqué parce que faire du rollerblade, des fois à Montréal, ça se fait relativement bien. Des fois pas. Ça dépend. Puis j'en ai fait pendant longtemps. Les rollerblades, c'est pas conseillé dans la pluie parce que le bearing se défait et j'ai souvent défait mes roues comme ça. Mais d'ailleurs, cette saison, je les ai pas encore sorties et ça serait une belle occasion pour moi qui habite maintenant un peu plus loin de Montréal, je dois prendre la voiture plus que ce que je souhaiterais. Alors, je pourrais
me prendre en exemple et me dire, bon, c'est vrai que ça va être un petit peu plus long, mais je prends mes rollerblades et je le fais de cette façon-là. Comme ça va être en mouvement. Et j'encourage les gens à réfléchir à comment ils pourraient faire un petit peu plus à chaque jour sans se mettre de pression, puis en essayant de rendre ça le plus agréable possible. Puis si ça ne fonctionne pas, on se met pas de pression, on passe à la prochaine journée, puis c'est comme, OK, mon plan B, c'est quoi? J'ai-tu un plan B? Puis comme ça, on y arrive. La fin de la semaine arrive, on n'est pas pris au dépourvu, on a bougé au quotidien un peu, puis on s'est fait du bien parce qu'on est stressé. Hein? On vit dans une société où on est très, très stressé. Exactement. Et j'aimerais ça, éventuellement, on y reviendra dans une prochaine chronique, parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aimerais ça qu'on parle de certaines lectures ou certaines, peut-être, certains podcasts également, des balados pour être un petit peu plus... Oui, c'est vrai qu'on veut se parler des podcasts excellents. Oui, on a quelques semaines encore pour essayer de voir comment placer tous les sujets qu'on a souvent... on a souvent des flashs pendant nos conversations de sujets potentiels. Alors, oui, je me prends des notes, des lectures, des podcasts pour les prochaines chroniques. Exactement, avec grand plaisir. Isabelle Dominique-Roux, merci beaucoup. Merci à toi, Alex. Bonne journée. Au moment d'enregistrer ce segment, on est à quelques jours de la fête des mères. Donc, c'est la fête des mères ou c'était la fête des mères. Bref, quelques sélections qui, aussi avec la fête des patriotes long congé, qui y seront très bien concernés pour ces rendez-vous familiaux dans nos bulles respectives. Elle est d'ailleurs sommelière pour Select Vin Advini. Vicky Volkakis, ma préférée. Salut! Salut! Merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu nous proposes, et on va tout de suite attaquer, suggestion, vino avec la fête des mamans, pourquoi pas. Donc, cette magnifique bouteille, le rosé, soit le Pive Brut Rose. Tout à fait. Alors, Pive Brut Rosé. On a eu la chance, il y a 2 ans ou 3, si je ne me trompe pas, j'avais amené Brigitte Jean-Jean des Vignobles Jean-Jean, duquel appartient cette magnifique cuvée. Donc, je me suis dit, hey, on va faire un petit clin d'œil à Brigitte, puis en même temps, bien, on va apporter le nouvel arrivage qui vient tout juste d'arriver à la SAQ, donc le Pive Brut Rosé. Qu'est-ce qu'il a de différent avec les autres cuvées qu'on connaît du Pive? En fait, c'est qu'il est format en bulle, tandis que les autres, c'est des vins tranquilles, donc pas de bulles, pas mousseux. Et ici, on est sur les mêmes cépages, Grenache gris, Grenache noir et Syrah. Donc, je vous dirais que c'est parfait pour l'apéro, les entrées, les plats principaux, le dessert et même, pourquoi pas, le brunch? Ben oui, ben justement, mais est-ce que parce qu'il a des bulles, son goût est légèrement différent en bouche ou ça n'a pas vraiment d'impact? Bien sûr que, tu sais, lorsqu'on goûte quelque chose de vin, mettons quelque chose qui est plate, donc qui n'a pas de bulles versus quelque chose qui a des bulles, ça l'amène un petit goût différent. Mais par contre, on est sur les mêmes cépages, donc c'est fruité, c'est floral à la fois, très agréable. Vraiment, c'est très charmeur comme vin. Puis en plus de ça, vous avez vu le bel habillage. La bouteille. Et le bel habillage nous rappelle ici les sables de Camargue. Donc ici, on a nos fameux flamants roses. Là-bas, évidemment, la végétation, elle est magnifique. Les fleurs et tout, c'est... Voilà, fait qu'un petit clin d'œil. Et est-ce que c'est moi, mais de plus en plus de tout type de vin, c'est-à-dire bleu, blanc plutôt, plutôt rouge. Et il me semble que les bouteilles, de plus en plus, c'est comme pour les microbrasseries, on y met une attention particulière chez nos... Bien, tout à fait. Il y a des maisons qui restent très classiques, puis il y a d'autres maisons qui innovent et qui vont avec leur... passion du moment, leur envie du moment. Et puis moi, je trouve que c'est magnifique ici. Cette bouteille, vraiment, déjà, elle a un beau tape à l'œil. On peut pas passer à côté. Là. Puis tu nous invites aussi à visiter la Loire, le Centre-Loire, parce qu'il y a un blanc qui nous intéresse, soit le vin blanc Joseph Mello Sancerre. Oui, c'est ça, c'est l'appellation Sancerre. Ils sont situés aussi à Sancerre. La Châtellenie 2019. Alors, ici, bon, la Loire est reconnue pour ses châteaux aussi, mais il fait des très, très beaux vins, dont ici un très beau Sauvignon blanc sous l'appellation Sancerre, Joseph Mello, maison familiale de plus de 500 ans. Et au tout début, il y avait César Mello qui travaillait pour le roi Louis XIV. Oui. Ça, c'est bien un roi, si c'est bien, oui, c'est bien le roi Soleil qu'on a. Bon, alors, il était conseiller à sa table pour les vins. Et puis, depuis ce temps-là, bien, il a réussi à faire sa renommée. Et puis, maintenant, ça fait 500 ans que
de famille en famille, Mélo toujours. On continue à innover et faire de très, très belles cuvées. Et la particularité de cet endroit de la France, est-ce que côté climat, ça vient donner peut-être une personnalité différente au vin? En fait, le terroir ici, vous voyez, c'est écrit silex. Voilà. Donc, le sol de silex nous amène vraiment un côté très minéral au vin. Sancerre Sauvignon blanc, c'est ça. Donc, très minéral, mais aussi côté agrumes, fruits de la passion. C'est vraiment de toute beauté. Et je vous dirais que l'accord parfait serait un fromage de chèvre. Okay. Et là-bas, le fromage de chèvre qui est propre à cette région, c'est le crottin de Chavignol. Voilà, Okay. crottin de Chavignol. Et c'est parfait pour aller avec ce type de vin. Ici, vous pouvez aller chez votre bon fromager puis lui dire, avez-vous un fromage de type, fromage de chèvre de type de crottin de Chavignol? Ça serait parfait pour aller avec ça. Et on parle toujours pour les 2 premiers vins, que ce soit le rosé et celui-là, à la SAQ, quoi, une quinzaine de dollars? En fait, les 3 vins que je vous ai amenés aujourd'hui sont dans la braquette des une vingtaine de dollars. Là. Okay. Ils jouent dans les 20 dollars. Okay. C'est une vingtaine, OK? Je ne peux Okay. pas dire de chiffre exact, non, là, mais c'est ça. vous allez... Amenez-vous un 30 là, vous allez être correct pour, peu importe, vous acheter une de ces cuvées. De toute façon, c'est pour célébrer la fête des mères à distance. Faut lever un bon cru pour la santé de maman, évidemment. Et là, en tout dernier lieu, il y a ce vin rouge Château Lescar, donc la cuvée Julien Bordeaux Supérieur 2019. Tout à fait. Alors ici, j'ai eu la chance de parler avec le vigneron propriétaire, M. Gérard Laurent. Ça fait 25 ans qu'il a acheté Château Lescar. Et puis, pourquoi c'est nommé cuvée Julien? Ouais. Bien, en fait, c'est en l'honneur de son petit-fils qui est né en 1998. Et aussi, bien, en 1998, c'était les premières bouteilles qu'il a vendues à la SAQ. OK. Donc, voilà, ça fait déjà 21 ans qu'ils travaillent avec la SAQ et ça fait 12 ans qu'ils sont certifiés biodynamie, en biodynamie, OK? C'est rare, il n'y en a pas tant que ça dans la région Qu'est-ce que de ça Bordeaux. implique? Alors, biodynamie, on travaille avec le calendrier lunaire. On travaille avec aucun insecticide, aucun pesticide. Il me parlait que ils utilisaient, par exemple, des potions de tisane qui donnaient... Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, la valériane, des tisanes de valériane, on connaît la valériane. Ouais. Apparemment, ça réchauffe la plante et tout, parce que, tu sais, il y a des dangers de gel et tout. Bref, ils nourrissent, tu sais, au lieu de mettre toutes sortes d'engrais chimiques, quoi que ce soit. Donc, ça l'aide des potions de tisane de valériane, même qu'il y a une tisane qui s'appelle une tisane de prêle, qui était pour combattre le mildiou. Le mildiou, c'est la pourriture. On ne veut pas de pourriture sur nos vignes. Et puis, donc, c'est ça, ça fait 12 ans qu'ils travaillent en biodynamie. C'est vraiment super bien fait. De plus en plus, les gens, ils veulent boire bien et mieux. Et voilà. Impact sur c'est-à-dire sur le produit, sur le vin, d'y aller de cette façon-là pour cultiver le vin. Est-ce qu'on y détecte une différence dans ce rouge, par exemple? En fait, c'est vraiment un art d'être vigneron. Oui, et ici, on a un très bel assemblage de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. J'aurais dû dire Merlot en premier, pardon. Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot et Malbec. Je vous dirais que ça donne des très beaux vins qui sont... Oubliez les gros vins qui étaient super boisés avant, à l'époque. Oui, non, ici, pas du tout. Tu sais, ici, ça l'a fait de la cuve de béton. Et puis, ça donne des vins qui sont fruités, une touche d'épices. Le Malbec apporte surtout le petit côté épice. C'est très élégant et c'est moyennement corsé. Puis les tanins sont présents, mais sont agréables, sont pas trop dérangeants. Donc, pièce de viande rouge. Tout à fait. Par exemple, pourquoi pas une côtelette d'agneau, un steak, peut-être la pièce New York avec des petits champignons sautés. Je pense que ça pourrait être le fun. Avec intérêt qu'on a toutes ces suggestions-là à la SAQ. Puis peut-être, de temps à autre, est-ce qu'on peut, je ne veux pas prendre au piège, mais est-ce qu'on peut se rendre sur vos plateformes aussi d'Advini ou en fait, je vous dirais plus que d'aller directement sur les plateformes de chacune des maisons. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, à la tête de ces 2 premières maisons, ce sont des femmes. OK. Donc, Brigitte Jean-Jean et son équipe. Et ici, c'est Catherine Corbeau-Mello
qui est à la tête avec ses équipes pour faire de très, très belles cuvées. Ici, ben, c'est Gérard Laurent, mais c'est le fun d'avoir des femmes à la Aussi tête. qui s'impliquent de plus en plus. C'est ça. Puis vous allez là et vous allez voir l'histoire, la philosophie, vous allez voir les cuvées qui peuvent vous offrir. Évidemment, les cuvées ne sont pas tous présentes au Québec, mais quand même, si jamais un jour la vie reprend, on ira les visiter. Aussi, avec grand plaisir. Merci d'être venue nous en parler, Vicky Volikakis. Ça fait plaisir. Il y a dans la vie des peut-être choix qui peuvent diviser. Dans les années 60, c'était soit que tu étais les Beatles, soit les Rolling Stones. De nos jours, et en passant par les années 90, ça a été soit Street Fighter, soit Mortal Kombat. C'était à peu près ça, des jeux vidéo qui par la suite ont tous été d'ailleurs les deux adaptés au cinéma. Et il y a un nouveau chapitre à Mortal Kombat en 2021. Nicolas Vincent Poirier est là pour nous en parler. Salut. Salut Alex. C'est vrai, hein, on était plongé dans les années 90, les petits gars, les petits bums qu'on était. on fallait qu'on joue à des jeux vidéo, Super Nintendo par exemple, et c'était soit Street Fighter, Mortal Kombat. T'étais de quel clan, toi? Street Fighter. Ah, moi, c'est carrément. Mais je pense que, par contre, les films de Mortal Kombat ont été meilleurs au cinéma que quand on a adapté le Street Fighter au Cinoche. On pourra s'en reparler, mais... Oui. Les deux se sont pas avérés, de toute façon, des grands succès au cinéma. Et tout d'abord, parle-nous de cette tendance d'adapter des jeux vidéo au cinéma. C'est très rare que c'est heureux. Même Assassin's Creed, dans une autre époque, ça n'a pas été si réussi que ça. Ça n'a pas été super incroyable, Assassin's Creed, ou d'ailleurs la plupart des Tomb films, Raider, tous ces films-là, sauf... J'ai bien aimé Mortal Kombat, le film en 95. Ça, je pense que c'est dû à la nostalgie. Ouais. Mais si on regarde, pourquoi est-ce qu'un roman s'adapte bien au cinéma, comme Lord of the Rings, les bandes dessinées... Harry Potter. C'est ça, et les bandes dessinées aussi. C'est qu'on prend un roman qui a 200-300 pages. Tous ceux qui lisent le roman avant d'aller voir le film, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires qui est coupée. Pourquoi? Parce que, au cinéma, c'est pas la même façon de raconter qu'un roman. Et la même chose s'applique dans la bande dessinée aussi. Et pour ce qui est des jeux vidéo, c'est que pour qu'une histoire soit bien adaptée au cinéma, que ce soit n'importe quoi, il faut qu'elle ait du sens. Okay? Ouais. Les jeux vidéo, le problème, c'est les petits détails qui n'ont pas de sens. On prend Mortal Kombat, des finish-him un peu gore, tout ça. Oui, le gore a de la place dans un film, mais de montrer que ça, c'est un finish-him parce que, pour donner un petit clin d'œil aux fans, ça n'a aucun lien avec l'histoire. On prend... Et je t'interromps 30 secondes parce que aussi, c'est que les structures narratives également, je ne vais pas tomber trop dans le technique pour les gens qui nous écoutent, mais les structures narratives sont très minces. Donc, c'est déjà qu'à la base d'un roman, on a beaucoup de substance pour l'adapter au cinéma, mais là, il n'y a presque rien pour construire un scénario aussi. Exactement. Et l'autre chose aussi, on prend, admettons, Street Fighter en 95. Ça, c'est un problème que le réalisateur a rencontré, c'est qu'au début, c'était environ 5-6 personnages qui devaient être dans le film. Et là, Capcom, ceux qui est la compagnie de jeux vidéo, de Street Fighter, eux autres, ils en voulaient plus tout le temps. Donc, dans n'importe quel film, peu importe ce que c'est, s'il y a trop de personnages, on ne suit plus. Ouais. Parce que dans la structure narrative, au début, il faut comprendre c'est quoi les personnages, dans quel univers on se trouve, c'est quoi le but de tout ce beau monde-là ensemble. Ouais. Donc, un film avec 12 personnages, mettons comme Street Fighter ou Mortal Kombat avec je ne sais plus trop combien de personnages, à un moment donné, ça devient trop et narrativement, on risque d'aller n'importe où. De se perdre. Et c'est encore peut-être un peu banal comme point, mais c'est aussi de dire qui sont les bons et les méchants dans les personnages et sous quels angles aussi on va montrer leur bon côté, leur mauvais côté. Est-ce qu'on a un héros central? On a vu dans des Mortal Kombat, c'était Liu Kang qui était la figure centrale des premiers volets, mais là, on se rend compte qu'avec celui que tu nous proposes en 2021, c'est pas la même chose. C'est pas celui-ci. Et le Mortal Kombat de 2021, écoute, je ne sais plus trop combien il y a de personnages dans Mortal Kombat. Et là, qui est-ce qu'ils ont décidé de prendre pour interpréter le personnage principal parmi la tonne de personnages que le public aime déjà? On l'invente ou presque? Bien, exactement. On va inventer un personnage. Il s'appelle Cole Young. C'est un MMA fighter. Donc, pourquoi pas? Mais non, ça n'a aucun bon sens parce que les gens veulent voir des personnages de Mortal Kombat, pas quelqu'un
qui tient à sa famille, qui est un descendant de Scorpion, et que là, il va se faire embarquer dans ce qui est même pas un tournoi, parce qu'on ne voit pas le tournoi dans le film. Mais c'est ça qui est encore plus drôle, mais en même temps, je me dis, et je pense sous l'aspect de quelqu'un qui veut relancer une franchise, d'inventer carrément donc un acteur, donc un nouveau personnage. On se dit pour une plus jeune génération qui n'aura pas connu donc Mortal Kombat, donc sur lequel on ne peut pas bâtir l'intérêt parce qu'il n'a pas la nostalgie d'il y a 20-25 ans. C'est encore à la mode, Mortal Kombat. C'est encore à la mode, oui, c'est peut-être moi qui avais décroché, mais... C'est encore à la mode. Je ne joue pas aux jeux vidéo, mais de ce que j'ai pu comprendre, j'ai beaucoup d'amis qui le sont. Ouais. C'est encore très à la mode. Ben, moi, tout ce que je me rappelle, c'est le rave auquel on était ensemble. On dansait sur la chanson titre, tu te rappelles? Et qui joue présentement, d'ailleurs. Merci, Daniel, au montage. Mais faut dire que, par contre... pour vrai, de relancer cette franchise-là, est-ce que, avec ce nouveau rôle-là qui est Cole Young, est-ce qu'il y a un intérêt? Parce que de ce que je lisais, c'est qu'il n'a aucun pouvoir, ou à peu près, là. Ce qui est particulier là-dedans, c'est que fallait qu'il trouve une façon d'introduire les pouvoirs de ces héros-là. Liu Kang qui lance des boules de feu. Ouais. OK, c'est joli dans les jeux vidéo, mais comment est-ce qu'on explique ça concrètement? Bien, ils ont trouvé une façon, c'est que on est choisi, on est avec le signe de Mortal Kombat sur nous, et ça veut dire qu'on est choisi pour aller se battre là-bas. Et en se pratiquant, on développe ce qu'ils appellent notre arcana, c'est notre pouvoir secret pour faire face à ça. Et puis bon, c'est le même pouvoir que... T'as l'air tellement convaincu d'avoir aimé ça en me disant ça. Et, tu sais, bon, Cole Young... Oui, il y a un arcana, mais encore une fois, pourquoi l'avoir inventé? Ce qui est bon dans le film, tu vois... parce qu'il y a du bon. Oui, il y a du bon dans le film. Vas-y, je l'attends. James Wan, celui qui est derrière Saw, c'est lui qui ont appelé pour produire ce film-là. Donc, lui, il aurait pu faire quelque chose de merveilleux avec ça, créer un univers cinématographique. Et ça commence très bien au début. Ça commence en 1600, je ne sais plus trop quoi, au Japon. C'est une bataille entre Sub-Zero et Scorpion. Et ça, une histoire juste sur ces deux personnages-là, la rivalité de ces deux personnages-là, on le sait qu'elle est là, mais pourquoi? On n'est pas tout à fait sûr. Si le film serait basé uniquement sur ces deux personnages-là, ça aurait pu être bon. Chaque nouveau film, on embarque dans un autre personnage et son histoire, un peu comme Marvel l'a fait, et qu'à la fin, l'équivalent des Avengers, eh bien là, il y a le tournoi Mortal Kombat. Ouais. Ça aurait été une très bonne idée. Est-ce que les scènes, parce que c'est quand même, on le dit, Mortal Kombat, donc combat, est-ce que les scènes de combat, c'est la pierre angulaire, sont bonnes? Est-ce que les effets visuels sont au rendez-vous? Oui, les effets visuels sont excellents. Les combats, oui, ils sont bien, mais le film dure 1h40, 1h50. Il y a peut-être, je sais pas, un gros 10 minutes de combat dans tout le film. Le reste, c'est ce qu'on appelle de l'exposition. Puis c'est quoi de l'exposition? C'est « Oh, tu as la marque, tu as été l'élu. On t'explique des choses, tu as été l'élu. » Puis là, on te parle de ce tournoi-là qu'on ne voit jamais dans le film. Et tu sais, pourquoi? Il y avait, depuis 97... tentait de faire un autre film, et dans tout ce temps-là, ils ont juste fait ça, finalement. Ils auraient pu effectivement se tourner puis idéaliser une autre histoire. Est-ce que tu crois que, par contre, ce film-là met la table pour une suite, pour là y avoir un fameux tournoi et avec la formule qu'on connaît, là? Oui, c'est sûr, mais encore une fois, je pense que s'il y a un univers cinématographique avec Mortal Kombat, ça va ressembler un petit peu à ce que l'univers de DC au cinéma était un petit peu au début. C'est que la fondation n'est pas solide, là. Pourquoi? On prend Marvel, encore une fois. Iron Man, personne connaissait, ou très peu de gens connaissaient Iron Man, sauf les fans avant la version de 2008. Et Marvel n'a pas décidé de juste faire plein de petits clins d'œil aux fans en montrant une tonne de choses qui n'ont aucun sens dans une histoire, juste pour « Ah, regarde, on sait que t'aimes ça, puis t'es notre fan, puis garde un clin d'œil. » Et pourtant, le budget est au rendez-vous, j'imagine, pour faire ce film-là? Une cinquantaine de millions de dollars. 50 millions, plus. Oui, le budget était au rendez-vous. C'est juste que, comme toutes les adaptations de jeux vidéo au cinéma, on fait 1 million de clins d'œil aux fans, mais quand tu mets ces clins d'œil-là dans une histoire, ça ne se tient pas. Et c'est ça le problème. Il faut y aller, je pense, beaucoup plus lentement. Mais Sub-Zero, Scorpion... Pas de problème. Ces deux personnages-là, très bien réussis.
Arrière, low punch, finish in. Comme je faisais avec mon Super Nintendo pour faire une passe à la fin quand j'avais battu mon adversaire. Merci à toi, Nicolas Vincent. Merci, Alex. Le Mortal Kombat. Ce sont eux vos champions? Moi, c'est Sonia. Lui, c'est Keno. Liu Kang. Appelle-moi Jax. Kung Lao. Lord Raiden. Le sort du monde est entre nos mains. Qu'importe le nombre de victimes dans nos rangs, nous ne plierons pas. Tuez-les. Avant d'ouvrir les micros, d'ouvrir les caméras, déjà, elle avait ce mantra-là, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Sur tes cheveux, en tout cas, t'as lâché prise. Peggy Bellan? Ben oui, Alain, il me technique, mais il couette, mais c'est le printemps, on lâche prise. Le look un petit peu plus sport, ça fait du bien. Ben oui. Mais j'ai eu des grosses semaines, puis c'est d'ailleurs ce qui m'a motivée à faire la chronique d'aujourd'hui, le lâcher prise. C'est un concept qu'on... Raconte-moi comment vas-tu? Ah, ça va bien. Ah, oui. Ça va super bien. Ça va bien à la maison, mais on est en pandémie, c'est difficile, je m'adresse à vous, on vit tous des épreuves, et surtout depuis la dernière année. Puis le lâcher-prise, c'est un concept. Souvent, on pense qu'en lâchant prise, on abandonne tout puis on oublie tout, mais c'est pas ça du tout. Le lâcher-prise, c'est vraiment un état d'esprit moral où on se dit... C'est une zone dans laquelle il faut aussi se trouver, mais elle est différente pour chaque personne aussi, cette zone-là de lâcher-prise. Oui, c'est ça. Puis dans mon cas, personnellement, je sais pas, dans le tien, Alex, tu pourras répondre, moi, ça m'en prend beaucoup pour lâcher prise. Surtout quand on veut plaire aux gens, on dit oui à quelqu'un, c'est non à une autre personne. C'est vraiment difficile. Puis en pandémie, on a des choix à faire aussi. Est-ce que je vais décider d'envoyer, par exemple, mes enfants au camp de jour? Est-ce que je vais les garder à la maison pour économiser de l'argent? Et moi, mon taux de tolérance est assez élevé. Donc, avant de me rendre au lâcher-prise, ça peut prendre un certain temps. Toi, est-ce que tu dirais que tu as le lâcher-prise facile? C'est parce qu'avant de te rendre au lâcher-prise, tu peux sauter cette étape-là puis te rendre au bout du rouleau. Oui. Au bout, donc, c'est dangereux. Justement, c'est très dangereux. Puis oui, pour te répondre, oui, puis j'ai des trucs également pour me permettre aussi de rester en équilibre. Tu sauras nous en donner, mais moi, un des miens, c'est très certainement de me consacrer 30 minutes par jour. Je t'explique. C'est-à-dire, vas-y. Je t'explique. C'est que souvent, quand il y a un lâcher-prise à aller chercher dans certains types de sujets ou de notre vie quotidienne, de sphères de notre vie, c'est évidemment des choses qui viennent nous chercher dans des anxiétés, dans du stress. Hein? Oui, effectivement. Alors, je m'accorde un moment par jour, 30 minutes. OK, le soir, après avoir vécu toute ma journée, après avoir emmagasiné peut-être certains types selon les journées d'anxiété ou de stress. Et dans ce 30 minutes-là, je me donne le droit de vivre à fond mon stress, là, à fond mon anxiété. Là, je pense à tout ça. Je me dis, après le 30 minutes, je mets ça dans le tiroir, je ferme le tiroir, juste quelques heures avant de me coucher, peut-être vers 19h, début de soirée, pour pas que ça vienne impacter sur mon sommeil, sur ma vie sociale, par exemple. Et le lendemain, je rouvre le tiroir et je refais face, on peut dire, à ces stress-là. J'adore ça. C'est une zone, un moment dans une journée. Tu fais du ménage de tiroir. Et aussi, tu peux les laisser fermer pour quelques jours, puis t'ouvres l'autre pour une couple de jours, effectivement. Mais ton truc rentre dans les trucs que je voulais donner. En fait, le lâcher-prise, pour expliquer aux gens, c'est quand on accepte qu'on n'a pas le contrôle d'une situation. Et il y a une très belle prière, d'ailleurs, la prière de la sérénité, qui est la prière des alcooliques anonymes, qui dit avoir la sagesse d'accepter les choses que je ne peux changer. C'est vrai, c'est accepter qu'il y a des choses que, peu importe ce que vous allez faire à la maison, vous ne pouvez pas rien changer présentement, donc il faut juste laisser aller le temps. Et là-dedans, il y a, entre autres, dans les trucs que j'aime beaucoup, c'est oser être sensible, donc accueillir son émotion. Je trouve ça excellent
ce que tu fais d'ailleurs dans ton 30 minutes. Moi, je le fais en voiture. Je me suis rendu compte qu'en roulant en voiture, en chantant, je deviens Céline Dion. Quand je suis dans ma voiture, évidemment. Je ne ferai pas de démonstration. Je confirme, tu as entendu chanter en ondes. Oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout dans mes talents, mais oser être sensible, accepter ses émotions, aussi couper des liens désagréables. Quand on voit que la situation va pas bien, on coupe le lien, on prend une pause. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Beaucoup. Prendre un 24 heures pour pas répondre, mijoter, je travaille encore là-dessus. Je suis en voie de guérison, mais tu es en voie perpétuelle de développement. Exact. Tu peux te dire ça. Mais le mieux-être, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait la chronique aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ce fait de... Si tu n'as pas mentionné tes besoins, par exemple, dans une situation conflictuelle, si tu n'as pas mentionné tes besoins, tu ne pourras peut-être pas lâcher prise parce que tu auras des regrets de ne pas avoir mentionné ce que tu avais, par exemple, sur le cœur ou dans ton esprit. Oui, exact. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut être clair dans nos besoins de départ et nos attentes. Exact. Mais de les exprimer, parce qu'évidemment, dans nos relations qui viennent, mettons, en conflit, si on développe justement une anxiété ou un stress par rapport à ce conflit-là avec une personne, ça peut être avec l'être aimé, avec nos enfants, avec au travail. Donc, c'est aussi d'exprimer, j'imagine, dans tes recommandations, les besoins, autant au début que pendant ce litige-là, s'il survient. Oui, bien, j'ai retenu personnellement 3 points importants qui m'ont permis, parce que j'ai eu 2 grosses années. Oui, il y a la pandémie, mais moi, j'ai vécu toutes sortes de situations imprévues. Parce que ce qui nous débalance dans la vie, c'est qu'on prévoit un chemin. Puis évidemment, c'est pas fait comme ça. Le chemin, il va bifurquer. Il y a des routes dans le gradel. Là. Exactement. Donc, il faut accepter tout d'abord la situation. Ça a l'air facile à dire, mais accepter qu'on est dans un problème, y faire face, l'écrire. Moi, j'aime bien le fait d'écrire, mettre sur papier. Ensuite, c'est passer à l'action. Ça, c'est mon bout préféré. Moi, je suis une fille d'action. S'il y a une chose dans la vie, il y a une solution à tous les problèmes. C'est impossible. Il y en a une solution. Il y a une issue. Fait qu'il faut passer en action. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver nécessairement la solution immédiatement, mais en rentrant en action, lisez sur Internet, parlez à des gens de confiance, vous allez finir par avoir une illumination. Chercher de l'aide aussi. Chercher de l'aide, auprès d'un psychologue, d'un spécialiste si vos en santé enfants mentale, y occasionnent des troubles, ben oui, c'est super bon. On va chercher de l'aide de psychologue, de l'aide externe. Et évidemment, croire. Ça, c'est le bout peut-être que les gens vont trouver que je suis un petit peu ésotérique ou spirituel. Mais moi, je crois qu'il faut avoir la foi que chaque chose qui nous arrive nous permet de grandir et nous permet de comprendre quelque chose que l'on doit comprendre. Fait qu'en ayant cette croyance-là, que ce qui nous arrive va nous permettre d'être meilleurs, je crois que ça nous aide à lâcher prise et à passer au travers. La résilience, carrément. Oui, c'est très proche, hein? Lâcher prise, résilience, je pense que ça va ensemble. Puis j'ai une petite citation, tu sais comment j'aime ça. Mais souvent, elles sont très significatives et elles englobent bien ce que tu viens de nous parler quand on termine avec Oui, là, elle va bien résumer. Puis en plus, elle a un lien avec l'eau, parce que j'adore la mer et la Gaspésie. Qui ose traverser les grands fleuves ne craint pas les petites rivières. Très intéressant. C'est un proverbe chinois. Okay. Donc, si vous avez à traverser de gros problèmes, dites-vous que la prochaine fois qu'il va y avoir un petit problème, ça va être en criant ciseaux, puis ça va être terminé. Exact. Bien, Peggy, merci d'être venue nous en parler. Puis, véritablement, je te souhaite que capillairement, ça aille bien pour toi, ta valeur. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller, Alex. merci. Salut, à bientôt. Merci. À bientôt. On a eu le temps de, par exemple, durant la période de la première vague et jusqu'à ici, de pouvoir se consacrer à des passions qu'on avait peut-être enfouies, peut-être d'autres qu'on a découvertes, des talents également qui se sont révélés à nous. Puis je suis très content de pouvoir bavarder avec une, justement, qui a su guider plusieurs personnes pour pouvoir faire peut-être naître et croître leur talent artistique. Marie-Josée Bergeron qui est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Donc, d'artiste à entrepreneur, est-ce qu'on peut résumer ainsi la dernière année? Tout à fait. Vous aussi, vous êtes découvert des talents insoupçonnés, peut-être? Ou... Tout à fait. Donc, premier confinement, je travaillais beaucoup la créativité, la peinture auprès des entreprises. J'ai perdu mes contrats.
Fait que j'avais soit 2 choix, me rouler en petite boule, comme tout le monde, et ou, tu sais, un peu me relancer puis dire, bien, qu'est-ce que je fais? Puis c'est mon grand ado de 15 ans qui m'a dit, pourquoi tu commences pas juste des Facebook Live gratuits, des capsules sur tes techniques, ce que tu fais comme peinture et tout ça. Fait que j'ai commencé vraiment comme ça. J'avais comme 10 personnes qui me suivaient. Puis ça a continué de fil en aiguille et il y a eu une demande, en fait, bien, pourquoi tu nous donnerais pas des cours ou des formations? Fait que c'est comme ça que ça a apparu. Ça a commencé en avril, puis depuis ce temps-là, ça fait que grandir, ça fait juste que grandir, oui. Ouais. Carrément, un succès. Je pense qu'on est passé à plusieurs milliers de personnes qui suivent votre page Facebook maintenant. Ouais. Je regardais justement pour le bien de notre émission, là, je me préparais, puis c'est ça, je voyais le nombre de gens qui, de date en date ou de mois en mois, ajoutaient donc au nombre de la communauté Facebook, on l'appelle comme ça, bien sûr. Mais juste avant, peut-être, avant de préciser davantage quelles sont vos façons de fonctionner, si les gens veulent découvrir votre talent, parce que vous êtes d'abord et avant tout une artiste, donc vous exposez des œuvres. Oui. Donc, peut-être nous présenter vos œuvres qu'on voit bientôt à l'écran dans les prochaines secondes, peut-être vos techniques également. Bien, moi, je dis toujours, pour résumer une démarche artistique, il faut une phrase pour bien cibler. Donc, ce que je fais, c'est que je transforme la matière dans le but et les couleurs dans le but de créer une histoire. Fait que ce que je fais, c'est vraiment de combiner différentes matières, différents médiums pour créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est ce que j'essaie aussi d'enseigner à mes particuliers, que ce soit des techniques de collage, des techniques de transfert d'image, comment on combine les couleurs entre elles, comment on combine, par exemple, le pastel, l'acrylique, les encres, les crayons et tout ça. Donc, je vais chercher quand même un vaste clientèle parce que c'est pas juste mettons, l'aquarelle ou la peinture à l'huile. C'est plus large. C'est plus vaste que ça. Exactement. Et donc, vous êtes en mesure, à la suite de ça, de pouvoir, si quelqu'un, par exemple, est plus justement l'aquarelle, ou, tu sais, vous pouvez, dans le fond, enseigner à toute forme d'art visuel, ou du moins en peinture, de préférence. Quand je veux dire préférence, c'est que quelqu'un est plus habile avec l'aquarelle, par exemple. Vous pouvez, autant dans certaines différentes techniques, les enseigner, là, bien les guider. Là. Bien, je peux les guider, mais je dirais que vraiment ma spécialité puis ma force, c'est vraiment d'être vraiment au niveau de la technique mixte et de la peinture acrylique. Mais je touche un peu aussi à tout. Mais j'essaie de toujours intégrer, par exemple, dire, bien, essayez le collage avec votre technique à l'huile ou essayez autre chose pour les sortir aussi de leur zone de confort. Ouais, hein? Tu sais, d'avoir... Parce que depuis qu'on est confiné, ce que je m'aperçois, c'est que les gens sont dans leur habitude. Oui, mais ils veulent aussi avoir de la nouveauté. Ils veulent quand même se sentir vivants et sentir qu'ils font autre chose de leur vie que justement... savoir il y a eu combien de cas par jour. C'est ça, exactement, d'être arrivé au point de presse quand il survient les points de presse des différents premiers ministres provinciaux au niveau fédéral. Mais est-ce que, par contre, vous avez vu, de par votre interaction et vos cours, puis le résultat parce qu'on dit souvent que l'art, évidemment, fait du bien, contribue au bien-être, puis moi, je suis le premier à penser ainsi. Mais est-ce que vous avez donc vu que ça fait œuvre utile, ce que vous enseignez auprès des gens? Oui? J'espère. J'ose croire que oui. Ce que je peux confirmer, par exemple, c'est que ça brise l'isolement, ça, c'est sûr. Puis, moi, ma clientèle cible est vraiment les personnes retraitées. Donc, puis c'est 99,9 % de femmes. Puis je me rends compte que souvent, bien, c'est des veuves, c'est des personnes qui vivent seules. Puis pour ces femmes-là, mais c'est comme un rendez-vous qu'on se donne hebdomadaire, dire OK, bien là, c'est mon Facebook Live. Puis par la suite, dire bien, je vais m'inscrire à ta formation Zoom, je vais m'inscrire à ta formation en ligne. Puis je me rends compte j'ai vraiment beaucoup de témoignages sur comment ça leur fait du bien. Fait ça crée des rencontres aussi. Parce que ça crée des rencontres avec peut-être d'autres, certains, tu sais, plusieurs femmes, donc entre elles fraternisent et par la suite peuvent continuer à se suivre sur Facebook, s'encourager dans leurs différents tableaux. Donc ça crée un grand cercle. Mais on lance quand même le message aux hommes parce que on peut avoir des hommes qui peuvent avoir un regard artistique intéressant puis qui pourraient peut-être se joindre au groupe. Ben, moi, je ne demande que ça et des ados aussi. Tu sais, là, les semaines de relâche s'en viennent. Je suis en train de préparer une belle formation juste pour les ados un peu plus 15 ans, 16 ans, qui veulent toucher à l'art et qui ne savent pas vraiment comment ou qui ont envie de faire d'autres choses. Donc, c'est
C'est pour tout le monde, l'art. Hein? Et pour vous, en tant qu'artiste, ça vous nourrit, j'ai l'impression, d'aller à la rencontre de ces gens-là? Est-ce que ça vous a nourri dans vos œuvres que vous avez réalisées depuis ce temps-là et que dans vos cours? Est-ce que ça a eu aussi un impact? Ça a un impact sur les gens, mais est-ce que ça a un impact sur l'artiste? Ouais? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est drôle que vous posiez cette question-là parce que j'y ai réfléchi dernièrement, pendant Noël et tout ça. Puis je me suis aperçue que si je faisais pas ça, probablement que je serais en détresse mentale aussi, en ce moment. Hein, oui, parce que j'ai besoin des... Tu sais, je suis une artiste visuelle. Souvent, comme artiste, on est toute seule dans notre studio, dans notre atelier, on crée tout ça. Mais moi, ça fait longtemps que j'enseigne avant même la pandémie. Et si j'avais pas eu ça, le contact avec les autres... L'humain, hein? Bien, c'est essentiel parce que ces femmes-là, je dis les femmes, mais cette clientèle-là m'apporte sinon plus que je peux leur donner parce qu'elles ont du bagage aussi, une histoire. C'est vraiment... Moi, tu sais, à tous les jours, je me pince. C'est ça. Oui. Puis en même temps, c'est ça, donc ça se nourrit l'un et l'autre, c'est-à-dire il y a une énergie qui peut se transmettre autant, même avec l'écran, on est rendu habitué maintenant, donc il y a une certaine chaleur quand même qui peut y avoir, une proximité, on va le dire comme ça, parce qu'au moins on échange ensemble. Puis il ne reste plus beaucoup de temps, fait que je veux quand même qu'on prenne un moment de cet entretien pour qu'on puisse préciser aux gens qui aimeraient se joindre aux différents groupes ou aux groupes que vous... que vous enseignez, là, c'est possible toujours de le faire. Puis même si on a commencé, par exemple, une formation, que vous avez commencé la formation, on peut s'y joindre de semaine en semaine. Il n'y a pas de point de départ. En fait, les formations, c'est des formations en ligne. J'en ai plus de 15 sur mon site Internet. La meilleure façon, c'est d'aller sur mon site Internet, ateliermjb.com. Et tous les renseignements sont là. Puis les formations, ce sont des formations préenregistrées. Donc, c'est accessible à vie pour les personnes qui vont s'inscrire. Et en parallèle à ça, j'ai des ateliers vraiment ateliers virtuels que j'appelle Zoom, qui c'est une fois par semaine, là, les gens doivent s'inscrire. Puis des fois, j'ai des blocs de 2 jours ou des 2 avant-midi. Donc, il y a différentes formules les façons de pour pallier à tout le monde. Puis on a un groupe Facebook dans lequel, on peut justement, comme vous dites, on peut échanger. Exact. Oui. Puis je veux quand même qu'on prenne le temps, parce qu'il nous reste moins d'1 minute, mais là, vous êtes déjà aux États-Unis, exposé, je crois, dans une galerie en Arizona déjà. Mais là, il y a une autre galerie qui accepte vos tableaux, qui va vraiment exposer vos tableaux. Là. Oui, la galerie s'appelle Gallery Zaco à Santa Fe, en Californie. Donc, je suis très, très, très heureuse. Ils avaient pris des toiles en concession l'année passée. Je les ai vendues avant Noël, puis là, ils m'ont demandé d'avoir en permanence quelques œuvres. Fait que je suis très, très, très... Je suis contente. Bien, c'est quand même vraiment à l'international, puis on souhaite que, pourquoi pas, aussi ces beaux ateliers-là puissent se transmettre aussi, se propager en anglais. Pourquoi pas? On vise, je pense, le marché, puis ça peut bien s'exporter de notre clavier. Il n'y a pas de frontières. C'est ça, il n'y a pas de frontières. On peut les abattre assez rapidement. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée Bergeron. Merci d'être venue nous parler. Ça a été très agréable. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là en tout temps. On aime vous lire, évidemment, savoir ce qui vous préoccupe comme sujet citoyen. Vous pouvez acheminer vos commentaires, vos suggestions, tvrl.ca, notre page Facebook, aussi pour interagir avec nous. Merci à Manon, donc recherchiste de l'émission, Daniel et Daniel, les caméramans, et aussi Alain à la réalisation. Et je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas non plus notre bingo à tous les dimanches, 9h30, 3 500 $ à remporter encore une fois cette fin de semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Allez, je vous dis à très bientôt.